Bonjour. C'est beaucoup d'émotion pour moi d'être ici aujourd'hui. Je tiens à remercier la Banque cantonale de Genève pour m'avoir invité. Je peux vous dire que vous avez une gestion très active de vos invités. J'ai été pris en charge de façon de main de maître. Alors, je n'ai pas vécu une façon passive d'être invité, j'ai vécu une façon active. Donc, ça commençait bien mon voyage. Alors, oui, j'aime beaucoup, vous allez avoir des pensées de Warren Buffett. Oui, passionné parce que j'ai commencé dans l'industrie des fonds mutuels en 1987 au mois de mai. Puis j'ai commencé à mon propre compte avec des premiers clients qui s'appelaient Bilodeau, Bisson, Boivin et Boisvert. C'était les baies du bottin parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on faisait. On prenait le bottin et on téléphonait à des gens. J'ai commencé au bas de l'échelle. Et en 87, le 19 octobre, la bourse a baissé, comme vous le savez, de 22,2 % dans une journée. J'étais dans une cuisine en train de parler de fonds mutuels à des gens. À l'époque, on vendait les fonds mutuels avec 9 % front fees. Oui, et ils achetaient. Et puis, je me souviendrai toujours d'avoir été dans la cuisine des gens en train de leur parler de la bourse. J'étais jeune dans le temps. Et le premier test, était de leur parler d'acheter des fonds mutuels. En même temps qu'à l'arrière de moi, la télé était ouverte. À l'époque, il n'y avait pas de TiVo, c'était en direct. Et l'annonceur de maison nous disait que la bourse venait de planter, de baisser de 22 %. Et il fallait que j'y croie. Et j'ai vendu ce soir-là. Et je n'ai jamais regretté. Mais celui qui m'a aidé, pourquoi je reviens avec cette histoire, celui qui m'a aidé à passer à travers l'épreuve du temps, c'est Buffett, avec sa façon d'être, sa façon de s'exprimer, sa façon de gérer. OK. Oups, excusez, pardon. Je ne suis pas habitué. Alors, on m'a demandé de venir vous parler de gestion indicielle versus gestion passive. J'ai fait mes recherches. J'ai fait passer un fort été. Et je suis tombé là-dessus vous avez entendu parler des statistiques, mais j'aime beaucoup les émotions, j'aime beaucoup les images. Je ne vous apprendrai rien pour le titre, mais j'aime beaucoup le lien qu'ils ont fait au niveau éditorial avec le titre et l'image. On voit aussi l'importance à l'image. L'image prend 80 % de l'espace et les mots prennent 20 %. On lit beaucoup de headlines. Et ici, on dit une nouvelle qui est anodine, c'est-à-dire la moitié des fonds US sont rendus maintenant en gestion passive, mais on met une image qui vient un peu dire est-ce une bonne chose? Pour la petite histoire, quand Jack Bogle a créé, vous avez vu l'histoire de monsieur, c'est pas Melnick, mais voyons, en 1973, vous avez mentionné son nom, Malkiel. Il a sorti son étude en 1973 et de façon non étonnante, en 1975, Jack Bogle a créé la firme Vanguard avec le premier fonds indiciel. Et à l'époque, lorsqu'il a sorti son premier fonds indiciel, it was deemed un-American. Acheter des fonds indiciels était un-American. Lire entre les lignes anticapitaliste parce qu'on avait un free lunch. On avait un passage gratuit. On pouvait suivre le marché sans avoir à mettre du brain power, sans avoir à réfléchir, si vous voulez. It was un-American. 40 ans plus tard, c'est rendu que la moitié, puis là, j'aime bien. Alors, on parle d'investissement boursier, mais à chaque fois que je lis une nouvelle, quelque part dans le journal, ce que je vois, c'est ce genre d'image. Et pour moi, ce n'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation, c'est de la dopamine, c'est de l'adrénaline, c'est pour certains de la cocaïne, mais et d'autres choses, mais je ne les connais pas. Caféine, probablement caféine, mais sûrement pas une routine. Donc, quand je vois ces gens-là qui sont en même temps, mais ils jouent dans le marché en même temps que Warren Buffett. Et Warren Buffett, une des choses qui est étonnante, je suis allé, pas le rencontrer lui-même, mais j'étais dans la même salle au moins, il est à Omaha, au Nebraska. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les États-Unis, je ne connais pas les cantons ici, mais Omaha, au Nebraska, c'est tout sauf Wall Street. Et ce qu'ils ont, quand vous sortez de l'avion là-bas, vous voyez des bœufs, vous voyez des moutons, vous voyez tout sauf des tours. Et il a dit lui-même que s'il avait été à Wall Street, il n'aurait pas été le même investisseur parce qu'il était détaché de Wall Street. Il n'était pas soumis à tout ce genre de choses. En préparant ma venue ici, je suis un fan de sport, je suis un fan fini de hockey, de football, de tennis, mais de Federer. Je ne savais pas que c'était un hasard en passant de vous mettre Federer en même temps que c'est la Laver Cup. Toujours le plus grand respect. Et j'ai mis ici deux images parce que quand on met gestion passive, gestion active, on a passé l'étape du un-American. On est rendu maintenant que ça fait partie du day-to-day.
Mais il y a un débat qui fait rage, et quand je lisais d'un bord, puis je lisais de l'autre, puis je m'en venais ici, gestion active, oui, mais gestion passive, puis en plus, Buffett est allé dire que c'était une bonne chose d'acheter des fonds Vanguard. Il ne m'a pas aidé. Il ne savait pas, je m'en venais, j'aurais dû y téléphoner. Mais quand je vois ça ici, c'est comme si je vois deux débats. Je vois on se renvoie la balle. La gestion active renvoie la balle à la gestion passive, et c'est un peu comme le tennis. Et quand j'ai pensé à tennis, j'ai pensé à Federer. Je m'en viens en Suisse en plus, je vais vous parler de Federer. À chaque fois que Federer fait face au marché, non pas de la bourse, mais du ATP 1000, il y a le S&P 500, mais dans le tennis, vous avez votre ATP 1000. Il fait face au meilleur 1000 ou au meilleur 500 au monde. Il ne se contente pas de dire « je vais être indiciel, je vais viser la moyenne ». Il n'a jamais entré en Grand Chelem en se disant « si je peux faire le top 25, je vais être content ». Jamais. Si je fais le top 4, je vais être content. Jamais. Il a toujours visé l'excellence. Il n'a pas toujours obtenu. Il est arrivé deuxième quartile ou deuxième. Mais ce que j'ai toujours apprécié, pourquoi j'aime le sport, c'est l'esprit humain. Il a la même raquette. Il a changé de raquette il y a 3 ou 4 ans. Ça, il a pris 1 an et demi à s'en remettre. Mais il a changé d'outil. Mais Federer a démontré des qualités de gestionnaire, c'est-à-dire qu'il fait face à un marché agressif, il fait face à des nouveaux venus, il fait face à de l'adversité, et malgré ça, il se pratique. Puis en plus, dans le domaine de l'investissement, on pourrait dire que le cerveau, il ne vieillit pas, le cerveau. Dans le domaine du tennis, les jambes peuvent finir par vieillir. Et malgré ces vieilles jambes, il réussit à tenir tête à des jeunes loups qui veulent lui arracher la tête, qui veulent lui ravir son titre. Incroyable histoire. J'aimerais, s'il partait un fonds d'investissement, j'oserais lui donner une chance. Il en reste qu'il faudrait pour. Donc, j'aime beaucoup cet esprit-là, et on va retrouver cet esprit-là chez les gens qui ont du talent. Le talent vient aussi. Federer avait du talent, comme on l'a vu tout à l'heure. Je suis content en passant pour votre étude. J'ai bien apprécié les chiffres sur des choses que j'avais comme une espèce de sentiment intrinsèque, mais quand on met des chiffres, ça vient. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Et donc, c'est ça. Fait que Federer, je suis perdu mon fil. Donc, sa capacité, sa volonté de vouloir faire mieux, de s'améliorer, de grandir, puis d'être capable de frapper des coups gagnants. Je parle d'un duo de Federer et Nadal. Je parle d'un autre duo qui court moins vite un peu, mais un duo célèbre, parce que ce n'est pas impossible de jouer en double aussi dans le domaine de l'investissement. Là, Federer, il joue seul, mais ce n'est pas impossible quand on gère des sous de pouvoir gérer en équipe. Ici, j'ai un des meilleurs duos de l'histoire, qui est, vous avez reconnu, Warren Buffett et Charlie Munger. J'ai eu la chance d'aller les rencontrer, d'être là-bas à Omaha, au Nebraska, et de voir un aréna de 25 000 personnes assises pour écouter 2 personnes assises à une table avec un cherry coke et du chocolat parler pendant 5 heures, et ils nous font prendre un break parce qu'on est fatigué. C'est quelque chose, je vous le raconte, mais c'est quelque chose d'être là. Le matin, tu as des gens qui sont tous millionnaires. La plupart le sont. Et on fait la file pour rentrer dans l'aréna. On n'a pas de billets, on n'a pas de ticket, on n'a pas rien. Et on fait la file le matin pour aller s'asseoir dans un aréna qui habite seulement. On a peut-être Madonna, des Britney Spears ou des shows. Et c'est la seule setup, c'est une table avec une nappe blanche et 2 personnes qui nous racontent ou qui répondent à des questions. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné notre respect, parce qu'ils ont une méthode, parce qu'ils ont un algorithme. Les algorithmes ne sont pas seulement mathématiques, ne sont pas seulement informatiques, ils sont aussi logiques. Et ils ont un algorithme qu'ils ont depuis des années et qu'ils appliquent, et on a gagné le respect avec eux. Une des choses qu'ils ont fait, qui ont passé à l'histoire, c'est le S&P 500 est un des indices les plus difficiles à battre. Et ils ont battu le S&P 500 depuis 1957. Pour la petite histoire, j'ai fait mes calculs, et si vous aviez investi avec Buffett lorsqu'il a parti sa compagnie de gestion en 1957 dans la même maison qu'il a encore aujourd'hui, vous auriez en votre possession 3 909 actions de catégorie A. Ceux qui suivent un petit peu les actions de Warren Buffett et Berkshire, BRK.A au signal de la bourse, savent que ça vaut environ 330 000 $ US ce matin. Si on fait le calcul rapidement, 3 909 à 300 quelques mille, c'est plus qu'1 milliard. C'est pas pour rien qu'il est une légende. On va dire, dans les dernières années, il a ralenti parce que exactement ce que votre étude a prouvé, c'est-à-dire qu'en ayant suffisamment d'actifs sous gestion, on finit par générer un alpha moindre, absolument. Sauf que j'ai refait mon calcul avant d'arriver, juste pour... j'avais du temps vendredi soir. Et de janvier 2010 à décembre 2018, il bat encore l'indice.
Vous auriez mis 100 000 dans le S&P 500 en janvier 2010, allez, en décembre 2018, vous auriez 292 000 ou 298, je n'ai pas écrit. Et vous auriez mis avec BRK, vous auriez eu 308 000 vous auriez eu quelques points de pourcentage, je pense que c'est 3 ou 4 de plus. Malgré la grandeur, la grosseur de son, il réussit quand même à générer une valeur alpha positive par rapport au S&P. Il passe à l'histoire en termes d'alpha. Oui. Alors, premier principe, investissez à l'intérieur du cercle de vos compétences. Ce n'est pas la grandeur du cercle qui compte, mais à quel point vous en connaissez ses limites. Puis je vais oser faire un peu de pouce sur votre étude. Et le cercle de compétences pourrait même inclure le montant d'actifs sous gestion avec lequel je sens et je sais que je vais être habile à générer de l'alpha. Charlie Munger, quand j'étais là, il a répondu à la question, il dit, ce n'est pas une compétence si vous ne savez pas quand est-ce que vous devenez incompétent. Il dit, ce n'est pas la grandeur du cercle qui compte, c'est à quel point j'en définis mes paramètres. C'est vrai pour un individu, c'est vrai pour une banque. Savoir où est-ce que je suis compétent et où est-ce que je deviens incompétent. C'est pour ça que quand j'ai lu sur votre site votre philosophie d'architecture ouverte, je me permets de dire j'apprécie parce qu'on admet à un moment donné à quel point on est une compétence et à quel point je peux maintenant sous-traiter la compétence à d'autres lorsque je suis moins à l'aise pour une fonction spéciale. Puis j'applique, il y a beaucoup de choses de Buffett que j'applique dans ma vie. Quand je dis que je suis un passionné, mais je suis un vrai passionné. J'ai écrit le livre, mais le livre avait été écrit 10 ans avant qu'il soit écrit. Et un des éléments qui m'a striké, qui m'a frappé, c'est cette fameuse douve économique. Autant à l'époque qu'aujourd'hui, quand l'avenir, c'est un élément qui est fascinant parce que quand vous investissez, on voit le mouvement des actions, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, en arrière de l'action, il y a une compagnie, il y a une business. Et cette compagnie-là, elle bâtit un château de cartes ou un château fort. Et le meilleur château fort, s'il n'est pas bien protégé, va être attaqué. Toutes les compagnies que vous connaissez, les vôtres, peu importe, sont attaquées à chaque jour. On a même inventé un nouveau terme, on appelle ça faire attention de ne pas se faire ubériser. L'ubérisation est un terme qui est rentré dans le petit Robert, dans le Larousse, dans les dernières années. Ubériser une industrie. Donc, c'est plus vrai que jamais qu'on peut se faire attaquer, qu'une compagnie peut se faire détruire ses marges bénéficiaires. À l'époque, dans les années 40, 50, 60, quand on est arrivé dans la grande industrialisation, on a eu deux choses qui sont arrivées en même temps. Le mass production puis le mass marketing. Le mass production, c'est la capacité de produire en masse dans les big box, de remplir les magasins de big box, de plein de choses à vendre. Et en même temps qu'on pouvait vendre et produire beaucoup de matériel, on pouvait faire du marketing, de branding de masse facilement par 3 canaux captifs, télé, radio, journaux. Je pouvais bâtir ma marque avec quelques millions je pouvais bâtir une marque rapidement parce que tout le monde écoutait la même poste de télé ou à peu près, tout le monde lisait les mêmes journaux ou à peu près, tout le monde écoutait la même radio ou à peu près. C'était pareil ici, c'était pareil chez nous en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on est rendu avec l'attention, l'économie de l'attention. C'est de plus en plus difficile d'avoir l'attention et de pouvoir faire du marketing, donc de bâtir une image, donc de garder ça. Et c'est en partie, d'après moi, une des raisons pour lesquelles Kraft Heinz, le deal que Buffett a manqué, a échoué un peu. Il avait surestimé la valeur de Kraft Heinz au niveau de la marque, qui était vrai. Mais présentement, on est dans la commodisation, on baisse la commodité des marques et ils ont eu un write-off de plusieurs milliards de dollars au niveau de la marque Kraft et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres marques dans l'avenir qui vont vivre ce genre de choses-là. Donc, au niveau de la douve économique, c'est un concept qui est plus vrai que jamais parce que j'ai beau avoir la plus belle entreprise, si je ne fais pas de profit, on peut endurer, on peut tolérer un certain nombre de temps à ne pas faire de profit, mais il y a quand même une certaine limite, il y a quand même un certain threshold qu'après un certain temps, on abdique. On abdique plus tard qu'avant parce que, on va le voir tout à l'heure, mais on abdique tout de même. Donc, la douve économique est un principe extrêmement important. Et ma question qui reste ouverte, est-ce que le GAFA est une forteresse qui est imprenable? Est-ce qu'ils ont un trésor de guerre suffisant pour pouvoir, dans les prochains 5, 10, 20, 40 ans, soutenir la grandeur du capital avec le trésor de guerre qu'ils ont et toute l'information qu'ils ont sur nous? Alors, la question reste ouverte. Alors ici, je vous ai mis
Dans mon livre sur Buffett, j'ai aimé comparer des choses. Je me suis amusé parce qu'il y avait juste 45 livres qui avaient été écrits avant moi sur Buffett. C'était un peu difficile d'arriver avec quelque chose d'original. Je pense avoir réussi un petit peu sur cette partie-là. J'ai mis, au final, ce qu'on veut regarder dans les compagnies, c'est le bénéfice par action moyen. Et j'aime reculer le plus loin possible dans le temps. Je vous ai mis 2 compagnies. Je n'ai pas osé mettre le nom tout de suite, juste pour voir si vous aviez avoir l'œil fin pour déterminer laquelle est laquelle. À gauche, vous avez une compagnie de distribution américaine mondiale. À droite, vous avez une compagnie de distribution américaine mondiale. 2 compagnies américaines, 2 compagnies. Celle de droite est très appréciée et aimée par Charlie Munger, l'associé de Buffett. Il disait que s'il avait beaucoup d'argent à investir dans une seule compagnie, il mettrait cet argent-là sur la compagnie de droite. Et Buffett, dernièrement, a investi sur la compagnie de gauche. Si vous regardez la séquence des profits de la compagnie de gauche, on voit du rouge, qu'on connaît bien, et on voit que la séquence de la profitabilité est tout sauf égale. Puis on voit une envolée en 2000, ce n'est pas une erreur comptable, 2015, 16, 17 et 2018 en haut complètement, on voit une explosion au niveau des profits et ce n'est pas terminé. À gauche, bien évidemment, c'est Amazon. À droite, c'est Costco. Je ne sais pas si vous connaissez Costco Wholesale ici. On est membre chez nous, je comprends pourquoi, mais Costco. Donc, Costco est une compagnie où on dort. Si c'était un matelas, on passerait des bonnes nuits de sommeil. Regardez la croissance des profits annuels moyennes de Costco. C'est stable, c'est soutenu, c'est bien, c'est apaisant. C'est buffettien. La question, c'est est-ce que ça va tenir? À gauche, c'est l'incumbent, l'électron libre. C'est Amazon qui s'en vient en grande force. Donc, la question, c'est ce que j'aime de la finance, c'est qu'on sait beaucoup de choses, mais on ne sait jamais ce qui s'en vient. C'est ce que j'aime le plus, c'est le point d'interrogation. Qui va dire vrai? À suivre. Le deuxième principe, donc le premier principe, juste le résumé, c'est le cercle de compétences. Comment je suis capable de prédire l'avenir? Buffett, une des choses qu'il a dit, je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas parce que je vais être capable d'expliquer pourquoi je me suis trompé. Et quand il se trompe, c'est toujours en page 2 de son rapport annuel. Premier paragraphe. C'est ce que j'apprécie. Par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le genre de choses qu'on apprécie et qui mettent 40 000 personnes dans un aréna pour une réunion annuelle des actionnaires, ce qui est quelque chose, sans offrir de free lunch. Et puis, le deuxième principe qui est connu, mais qui n'est pas tant répertorié que ça. Dans mon coin de pays, j'en parle, ça fait 20 ans, et à chaque fois, les gens font « Ah ». C'est le principe du focus investing. C'est une étude où ils ont réalisé 3000 portefeuilles. Dans chacune des lignes que vous avez là, ils ont réalisé 3000 portefeuilles. Donc, au total, ils ont construit 12 000 portefeuilles. Ils ont suivi sur 14 ans. Leur univers était 1200 compagnies. Les 500 du S&P 500, plus un 700 autres qui provenaient du Russell 5000, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, ils avaient 1200 compagnies et ils ont créé, avec ces compagnies-là, des portefeuilles. Dans la seule variante, c'est qu'ils ont construit des portefeuilles de 250 titres, 150 et 15 titres. Donc, ils mettaient un quinzième de l'argent dans les portefeuilles de 15 titres et un 250e de l'argent dans les portefeuilles de 250 titres. Puis, je vous ramène à droite ici le nombre de portefeuilles qui ont réussi à faire mieux que le marché, que le S&P 500. Lorsqu'on avait 250 titres en portefeuille, 37, ce n'est pas 37 %, c'est 37 sur 3000. 37, mais là, ici, c'était un singe qui gérait à l'époque, dans le sens que c'était complètement random. On a dit un singe, un bébé ou n'importe quoi, juste pour s'amuser avec le principe que c'est random. Donc, à 250 titres en portefeuille, j'ai simplement 37 fonds, portefeuilles qui ont battu l'indice. Quand je réduis à 15 titres, toutes choses égales par ailleurs, comme disait mon prof de mathématiques, toutes choses égales par ailleurs, à 15 titres, j'ai 808 portefeuilles sur 3000 qui battent l'indice. Et en termes de variance, là-dessus, j'ai 2, 3, 4 chiffres, vous pourrez me corriger. À partir de 15, on arrive à une variance qui est très semblable, mais à 32, je suis absolument certain que 96 ou 97 du risque systématique a été éliminé. Donc, au-delà de 30, c'est sûr et certain qu'on n'a pas besoin de mettre plus que 30. Mais à 15, la seule chose, c'est qu'ils ne sont pas montrés, c'est probablement, puis par inférence, on peut y aller, c'est qu'à 15 titres en portefeuille, il y a probablement 808 portefeuilles qui ont fait beaucoup moins bien que l'indice. Et on peut se poser la question quelquefois, quand on gère le portefeuille, est-ce que je veux faire mieux que l'indice ou pas perdre ma job? Pas perdre mon travail et pouvoir payer mes paiements sur ma Porsche ou faire du pouce.
Ici, Buffett, je vous ai dit vous avez vu probablement ce qu'il a dit. Il a conseillé aux gens d'investir dans le S&P 500. C'est très bien d'investir dans du passif. Il a même pris un bet dernièrement, $1 million contre des fonds, des hedge funds, et il a gagné son bet 1 an d'avance en investissant simplement dans le S&P 500, parce qu'il disait que c'est un très bon moyen passif de pouvoir faire le rendement du marché sans avoir à payer les frais. Mais c'est un cas classique de faites ce que je dis et non pas ce que je fais. Dans les faits, dans sa compagnie Berkshire, excusez, j'ai pris un snapshot du site CNBC qui fait le suivi, monitoring de ce qu'il détient en portefeuille. Donc, au total, en haut, complètement le value, c'est 205 milliards. Quand j'ai pris le snapshot, c'est cet été au mois d'août, 205 milliards qu'ils ont en valeur boursière, Berkshire Hathaway. Sur le 205 milliards, le top 10 des titres, c'est 81%. Donc, on parle ça de put your money where your mouth is. On peut dire qu'il dit des choses, mais ce qu'il fait, parce qu'il est vrai, il suit ses principes depuis 60 ans, 62 ans. Présentement, à ce jour, en 2019, Berkshire Hathaway investit de façon concentrée. Ils n'investissent pas dans du Vanguard S&P 500. Okay? Ce que je suis content pour moi, parce que je suis un aficionado de Apple, bien évidemment. Je suis content de voir que lui aussi. Mais ce n'est pas nécessairement de lui, parce qu'il a maintenant ces deux lieutenants qui lui amènent les fameuses idées dont on parlait tantôt. Donc, dans le Apple, il est là pour 51 milliards de valeur. Bank of America, 25 milliards. Coca-Cola, 21 milliards et continué. Au total, tout le portefeuille de Berkshire compte 46 titres seulement, pour 205 milliards sous gestion. Donc, on peut regarder, on peut s'inspirer de cette méthode de gestion. Et comme je vous dis, dans les 10 dernières années, ils ont quand même réussi à faire un peu mieux que l'indice. Le troisième principe, c'est, je vous ai mis un pilote d'avion, et on en discutait hier au souper. Et je porterai un cas là-dessus. Apparemment, que les gestionnaires de fonds n'ont pas le droit d'être investis dans leurs propres fonds. Apparemment que c'est une réglementation où ce n'est pas bien. En tout cas, moi, je dirais que vous ne devriez pas gérer des fonds que vous n'avez pas de l'argent dedans. J'aime mieux savoir, quand je m'en suis venu ici avec Air France, j'aimais bien savoir que mon pilote était dans mon avion. J'aurais pas aimé savoir que le pilote était à Montréal ou à Paris, puis qu'il pilotait l'avion à distance comme un drone. Oh, elle est tombée. Oh bon. Vous riez, mais pensez-y. J'ai trouvé le fun, j'ai trouvé ça ce matin, comme exemple. C'est une bonne discussion hier. Imaginez l'idée, on rit, mais on ne penserait pas, on n'aimerait pas être dans un avion que le pilote est à terre, en train de chauffer ou de conduire son avion, puis boum. Eh bien, prochaine. Non. Donc, on pense à Buffett comme investisseur, mais ce qu'il faut toujours réfléchir, c'est que Buffett a été son propre employeur depuis 1957, sa propre entreprise. Il n'a jamais eu peur de rentrer le lundi matin. Il n'a jamais eu peur que sa décision va lui faire perdre son job, parce qu'il était le job. Il a toujours pu agir en son âme et conscience, parce qu'on regarde tous les statistiques, tous les chiffres, mais à la fin de la journée, pour prendre une expression super américaine, à la end of the day, on est un être humain, et quand on facteur, il y a des émotions qui entrent en ligne de compte, il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en ligne de compte, et de pouvoir être soi-même en est un. Et quand je suis employé, ça dépend beaucoup quel est mon mandat et comment je vais être traité si je fais une erreur. On revient sur le sport. Federer joue pour lui-même. Federer il ne joue pas en équipe, il n'y a pas de coach. Quand Federer est sur le court, il fait face à la balle, face à la musique. Il y a une industrie de service, j'ai entendu dire. Si vous avez l'équipe, si nous, le sport, c'est le hockey, mais vous, c'est plus le soccer, le football. Quand un joueur de football n'a plus la confiance de l'entraîneur, il est sur le terrain, il a peur de faire une erreur, c'est plus le même joueur. Quand un gardien de but perd la confiance, c'est plus le même joueur. Donc, avoir confiance en soi, ça aide beaucoup à prendre des bonnes décisions éclairées et d'être 100% investi
Donc, j'aurais été curieux de poursuivre la recherche. Je vous donne une idée de recherche, à savoir ceux qui investissent dans les fonds, à quel point ils sont dans leur compagnie, dans le fonds en tant que tel. Est-ce que ça change, ça fait une différence? Ou au moins, ça fait une différence au niveau de la perception. Parce que Buffett décrivait dans une de ses lettres, « J'aime à penser que lorsque vous voyez que l'action a moins bien été, que vous sachiez que j'ai aussi mal que vous. » Parce que sa propre fortune, lui, est 100% là-dedans. Donc, dans les 4 principes de gestion que je vais vous parler à considérer, le sel de la compétence, donc quand vous engagez un gestionnaire, vous assurez qu'ils sont vraiment à l'aise et bien et en confiance dans ce qu'ils font, qu'ils sont en dedans de leur cercle de compétences. L'année dernière, j'étais à Montréal et j'ai fait durant tout l'été une série de podcasts où j'ai été interviewé des gestionnaires. Et il y en avait un qui arrivait de l'Ouest canadien. Il visitait des entreprises medium cap. Il était spécialisé dans le mid cap. Et c'était son dada, c'était ce qu'il aimait. Il avait parti sa propre firme. Puis il était à l'aise là-dedans. Il avait travaillé pour une grande firme. Il avait quitté la grande firme. Il avait parti sa propre firme lui-même pour faire du mid cap et être à la hauteur de ce qu'il voulait. Je vous ai promis que je prendrais l'exemple hier. J'ai dans Kim Shannon, j'ai retrouvé son nom hier soir, c'est Kim Shannon, une des gestionnaires, c'est une femme gestionnaire de fonds au Canada qui gérait le fonds CI Placement canadien. Et elle était une star, elle allait très bien. Et elle a dit, dans mes débuts, j'achetais des compagnies que j'adorais, des compagnies que j'aimais. Puis l'argent est rentré. Le greed est arrivé, pas elle, mais la compagnie. Elle s'est mise à acheter des compagnies que c'était bien. Et vers la fin de son mandat, elle achetait des compagnies qu'elle ne détestait pas. Sans surprise, elle a parti sa propre firme aussi de fonds. J'ai beaucoup de respect pour les gestionnaires qui ferment des fonds, qui vont dire « OK, suffisamment ». J'ai beaucoup de respect pour les gens qui disent « Non, c'est assez, j'en prends plus, ça va détruire mon alpha ». Beaucoup de respect pour ça. 7 de compétences. Focus Investing, vous connaissez Morningstar. Morningstar ont déterminé que les fonds 3 étoiles au Canada avaient en moyenne 150 titres, parce que notre univers est plus grand un peu. 3 étoiles, c'est 150, 125 titres. Les fonds 4 étoiles étaient autour de juste tout près de 100 et les fonds 5 étoiles avaient moins de 89 titres. Il y avait une corrélation directe entre le nombre de titres en portefeuille et les performances Morningstar pour les étoiles, pour ce que ça veut dire. Donc, Focus Investing, pilote d'avion pleinement investi. Et je termine sur le vrai sens de BRK, Berkshire Hathaway. Berkshire est la force du revers, parce que je ne peux pas parler de Federer sans parler de son revers à une main. C'est trop beau. C'est de la poésie sur terrain. Et pour moi, le focus investing, c'est comme y aller pour le coup gagnant sur la ligne. Un coup avec high risk, high reward. Okay? Quand je fais un passing ou je fais un décroisé, que je mets ma balle sur la ligne de côté, je m'assure de gagner mon point, mais si je suis 6-6 partout et je suis en breakpoint, je prends le risque aussi de perdre la game. Son revers à une main, je me suis permis de faire un jeu avec le mot revers, apprendre de ses revers. Et Berkshire Hathaway, je ne sais pas si vous le saviez pour la petite histoire, c'est la pire compagnie que Warren Buffett ait jamais achetée. La compagnie a complètement fondu. Les actifs ont été une valeur de 0. Il a tout radié après 20 ans, même s'il avait mis du capital là-dedans. Et c'est une compagnie de Nouvelle-Angleterre dans le textile. Et il a gardé le nom de la compagnie pour se rappeler de son revers. Puis je pense que comme Federer, c'est l'important, c'est de faire en sorte que son revers soit spectaculaire. Merci.